Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle en matière d'éducation. Les classes de CP à 12 élèves vont faire leur apparition dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire et ce, dès la rentrée de septembre. Comment cela se met-il en place dans le Val d'Oise? Les détails dans un instant. Et si vous alliez retirer vos pizzas au distributeur? À Bailly-en-France, c'est désormais possible. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles sont dans un distributeur qu'il s'agit de n'importe quelle pizza. On vous en dit plus dans ce journal. Le théâtre L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise, accueillera sa nouvelle directrice à la rentrée prochaine. Feriel Bakouri développe un projet largement tourné vers le grand public et la jeunesse. Vous l'entendrez dans cette édition. Mais d'abord, cette promesse d'Emmanuel Macron, le président de la République, va mettre en place des classes de CP à 12 élèves dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire dès la rentrée de septembre. Dans le Val d'Oise, cela nécessite l'ouverture de 47 classes de CP en plus pour répartir tous les élèves. Les détails avec Théo Cavrois. Le président de la République les avait annoncées. Elles arriveront plus tôt que prévu. Dès la rentrée de septembre, les classes de CP à 12 élèves seront instaurées dans les écoles du réseau prioritaire renforcé. Dans le Val d'Oise, cette réforme se traduit par l'ouverture de 47 salles de classe supplémentaires. La Fédération des conseils de parents d'élèves trouve l'idée bonne, mais émet quelques réserves sur la capacité d'accueil des établissements. J'entendais les maires de Villiers-le-Bel, entre autres, dire qu'après, il y a des problèmes au niveau de l'espace. Je pense que pour nous, cette loi est une bonne loi, mais il faut une grande concertation pour que ça se mette en place dans les meilleures conditions. Si ça ne se met pas en place dans les meilleures conditions, ça risque de faire un flop. Pour les syndicats des enseignants, réduire le nombre d'élèves de CP par classe est aussi une bonne chose, mais pour eux c'est le timing qui coince. Une décision prise avec précipitation qui aurait mérité d'attendre la rentrée 2018. Ce qui nous préoccupe beaucoup là, c'est le calendrier qui est imposé, les délais trop courts. À un moment où la rentrée est quasiment bouclée pour nous, puisque ça fait déjà plus de 6 mois que nous y travaillons pour la rentrée prochaine. C'est en termes de gestion de classe, de locaux, de personnel à affecter. Là, actuellement, tous les budgets sont bloqués, puisqu'il faut attendre la publication du texte pour pouvoir lancer les opérations de commande. Les mairies sont en difficulté et nos collègues ne peuvent pas être affectés pour l'instant sur les supports nécessaires. Donc c'est toute cette précipitation qui met à mal ce dispositif très intéressant. Cette réforme concerne 25 établissements dans le Val d'Oise à Argenteuil, Villiers-le-Bel, Sarcelles et Garges-les-Gonesse. Un mot de politique à présent. Axel Poniatowski se retire. Le maire de l'Isle-Adam a décidé de démissionner de la présidence des Républicains du Val d'Oise. Après 6 années à la tête du parti dans le département, l'homme politique a pris cette décision suite à sa défaite lors des dernières législatives face à Guillaume Vuilletet, candidat de La République En Marche. Il a déclaré, je cite, « Si j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de honte à mener un combat politique et à le perdre, je m'étais fixé comme règle de passer à autre chose le jour où je connaîtrai l'échec. » Dans le Val d'Oise, vous le saviez peut-être, il existe un distributeur de lait ou encore de fraises. Mais saviez-vous qu'il existe depuis peu un distributeur de pizza? Oui, de pizza et pas n'importe lesquelles puisqu'elles sont réalisées par nul autre que le triple champion du monde de pizza, Thierry Graffanino. Voyez le reportage d'Angélique Boilet. Bonjour madame. Bonjour. Bon appétit. Merci. Thierry Graffanino ne va pas bien loin avec ses pizzas. Le pizzaiolo, triple champion du monde, a installé un distributeur automatique à côté de ses cuisines, ici dans la zone d'activité de Bailly en France. La machine est réapprovisionnée plusieurs fois par jour. Les pizzas déjà cuites sont alors mises en chambre froide. Donc les pizzas, on les garde 24 heures maximum. Après, nous avons des petites diodes qui sont vertes, elles passent au orange 6 heures avant la limite. Et au bout de 24 heures, on a des diodes rouges qui nous disent les pizzas, vous les retirez puis vous pouvez les mettre à la poubelle. Alors pour le moment, on n'en met pas trop à la poubelle parce que la machine a quand même pas mal de succès. La machine peut contenir jusqu'à 64 pizzas de 12 variétés différentes. Et si le pizzaiolo a opté pour le libre-service, pas question de rogner sur la qualité qui fait sa réputation. L'intérêt du distributeur, c'est d'être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et finalement, en exploitant cette machine, on s'aperçoit que dans nos statistiques, on voit des gens qui viennent chercher les pizzas à 9 h du matin, à 3 h du matin, à des heures incroyables auxquelles aucun restaurant n'est ouvert. Et donc, ce sont des ventes perdues finalement.
Et je pense aussi que les consommateurs aujourd'hui sont ouverts à ce genre de machines à condition d'avoir des produits qui tiennent la route derrière. Ses clients travaillent à côté. Intrigués par le concept, ils ont eu envie de tester. Vous avez envie de quoi, vous, monsieur, plutôt? Moi, je suis plutôt fromage. Après avoir choisi leur pizza, 2 possibilités s'offrent à eux, les choisir froides ou réchauffées en 2 minutes pour être prêtes à être dégustées. C'est très pratique, et puis apparemment c'est pas de la pizza bas de gamme, donc c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on peut s'attendre avec un outil comme ça à avoir quelque chose évidemment de rapide, mais pas forcément de qualité. Mais comme on voit que derrière, il y a une équipe qui est renommée, c'est formidable si on peut bénéficier à toute heure de la journée ou de la nuit d'une pizza qui soit en plus bonne à manger. Et le triple champion du monde ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit d'installer d'autres distributeurs de ce type dans le département. Ça donne envie. L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise, s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice. Feriel Bakouri doit prendre ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine. Directrice adjointe du Centre dramatique national de Montreuil depuis 2009, cette diplômée de philosophie souhaite vulgariser et rendre plus accessible, notamment aux jeunes, la programmation du théâtre. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, c'est déterminant que de m'adresser à eux dans toute leur diversité et de faire qu'ils puissent fréquenter ce lieu autrement par un décloisonnement du lieu différent, par une ambiance de lieu différent, par des projets participatifs et par des projets qui partent plus de leurs intérêts, les jeux vidéo, du hip-hop, etc., mais toujours avec une approche artistique. Il y a ces disciplines qui vont peut-être aller chercher, tout en gardant une spécificité, une inventivité, les publics autrement, le cirque, la musique et l'espace public. Et rappelons qu'au 1er janvier 2018, la nouvelle Apostrophe rassemblera l'actuelle scène nationale de Cergy-Pontoise et le théâtre 95. Elle aussi s'ouvre au grand public. La plage de l'Isle-Adam sera accessible dès ce samedi. Pas sûr que la météo vous permette de vous y rendre ce week-end, mais sachez que les portes resteront ouvertes jusqu'au 31 août de 10h à 19h. Les 2 piscines et leurs plongeoires et toboggans seront mis à votre disposition. Alors encore un peu de patience, tout cela sent tout de même bon les vacances. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Cette promesse d'Emmanuel Macron, celle d'ouvrir des classes de CP à 12 élèves dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire. Dans le Val d'Oise, 47 nouvelles classes vont donc s'ouvrir dès la rentrée prochaine. 25 établissements sont ainsi concernés à Argenteuil, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel et Sarcelles. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. Excellent week-end. Depuis des millénaires, la culture des céréales domine la production agricole du Vexin français. Les techniques de récolte, presque inchangées pendant des centaines d'années, vont subir une véritable révolution au cours du XXe siècle. Pour ne pas oublier cette épopée céréalière, la commune de Sagy, à 15 km de Cergy-Pontoise, a décidé d'ouvrir un musée de la moisson consacré aux outils et aux machines agricoles du siècle dernier. Alors ce musée, il est né d'une idée qui était de départ d'organiser une fête de la moisson pour animer la commune et puis essayer de conserver une mémoire vexinoise de la moisson. Ensuite, on s'est trouvé à la tête d'un certain nombre de machines qu'il a fallu entreposer. Donc pendant une dizaine d'années, on les a entreposées à droite à gauche. Et puis à un moment, il a fallu prendre une décision de construire un hangar. Alors plutôt que de construire un hangar, on s'est dit pourquoi pas construire un petit peu un hangar un peu amélioré qui s'appellerait un musée et qui permettrait aux gens de pouvoir profiter de ces machines. Ces machines sont toutes en état de marche, des outils à main aux très grosses moissonneuses-batteuses. On y trouve un siècle d'évolution technique. Le musée présente aussi quelques pièces sorties de l'oubli, comme cette roulotte, vestige d'un monde rural. Dans toutes les fermes importantes du Vexin, à partir d'une centaine d'hectares, vous aviez un troupeau de moutons, souvent 200-300 têtes, donc avec un berger. Donc là, il avait une cabane qui lui permettait de faire pâturer ses moutons
dans les champs, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de désherbant, donc dans les chaumes il y avait notamment de l'herbe, donc on pouvait faire pâturer les moutons jusqu'à quasiment au mois d'octobre. Donc il se baladait avec son troupeau, il couchait dans la cabane. Hein. Cette cabane a été récupérée à Génicourt, elle était dans un tas d'orties. Hein. Et là vous avez une photo d'un berger avec son troupeau de moutons sur la plage du village de Sagy. Pour la petite histoire, c'est mon arrière-grand-père. La transmission passe aussi par les enfants. De nombreuses animations pédagogiques leur sont proposées. L'occasion de découvrir la relation étroite qui unit l'agriculture et ce que l'on retrouve dans son assiette. Pour certains d'entre eux, c'est loin d'être évident. Par exemple, les frites. Les frites, pour beaucoup d'enfants, c'est déjà que ça pousse dans un arbre et c'est rectangulaire et déjà congelé. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc c'est une animation autour des céréales. Donc pour rester dans le thème du musée avec les machines, donc c'est leur faire découvrir les céréales, qu'est-ce que c'est, comment ça pousse, qu'est-ce qu'on en fait. Et ils repartent chacun avec leur petit herbier sur lequel ils ont collé des graines. C'est beaucoup plus facile après pour eux de comprendre la visite du musée. Tous les 2 ans, en septembre, ces machines se remettent en marche pour la fête de la moisson. En attendant, vous pouvez toujours leur rendre visite à Sagy, l'occasion de revivre les grandes heures d'un monde agricole à jamais disparu. Voici l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Mais de Paris, il n'a gardé que le nom. Depuis bien longtemps, ce champignon n'est plus produit dans la capitale. Aujourd'hui, il vient principalement de Chine ou de Pologne. Seuls quelques producteurs français résistent encore. En Île-de-France, ils ne sont plus que 4. Bruno Zamblera en fait partie. Installé à Méry-sur-Oise, sa famille fait du champignon depuis 4 générations. Mais Bruno sera peut-être la dernière. La production du champignon en France va tenter à disparaître. Voilà. La plus grosse concurrence vient des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne. Au jour d'aujourd'hui, les Polonais, en l'occurrence, peuvent se permettre d'exporter un produit fini, moins cher que notre coût de production dans l'Hexagone. Pour survivre face à la concurrence étrangère, Bruno Zamblera s'est adapté. Il ne travaille que sur 10% de l'exploitation et ne produit que 700 kg de champignons par semaine. Son père, à l'époque, en sortait 1 tonne par jour. Bruno Zamblera n'utilise aucun produit chimique et privilégie une filière de production la plus courte possible. Le champignon que vous voyez ici, qui est ramassé ce jour, est emballé et expédié le jour même. Donc, vu qu'il est vendu en réseau court, il ne reste pas chez nous. Bruno Zamblera ne fait pas que du champignon de Paris, il produit 9 autres variétés de champignons, pied bleu, l'arengui, le shiitake et la pleurote. Des champignons qui poussent sur un support étonnant. Ce champignon se développe sur du substrat, qui est en l'occurrence que de la paille. Il se développe à travers le sac, comme celui-ci, parce que vous avez quelques petits trous sur ces parties latérales, où le champignon va chercher l'oxygène et la lumière. Donc il va uniquement se développer à cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici une grappe de champignons bien déterminée, bien définie. Bruno Zamblera vend ses champignons le samedi matin sur l'exploitation et sur le net. Bruno ne vit pas de la production de ses champignons, il a une autre activité pour boucler ses fins de mois, il est dépanneur. Un deuxième métier indispensable pour préserver l'exploitation familiale et continuer à produire des champignons de qualité dans le Val d'Oise.